En se rendant à Damas, en Syrie, sur l'ordre des chefs religieux, afin de faire emprisonner tous ceux qui se réclamaient être de Christ, un dénommé Saul va rencontrer une lumière qui va bouleverser toute sa vie. Plus de 2000 ans plus tard, des hommes et des femmes d'origines différentes, nés et élevés dans de cultures différentes, vont eux aussi faire la rencontre de Damas. Et aujourd'hui, sur la route de Damas, nous présente le témoignage d'une femme qui a elle aussi rencontré cette lumière. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Sur la route de Damas. Merci. Donc nous sommes là aujourd'hui pour entendre ton témoignage, pour écouter, je dirais, le fil de ta vie, des ténèbres à la lumière, du monde jusqu'à la rencontre du Seigneur. Alors, qu'attends-tu de ce témoignage? Quel message veux-tu faire passer? Tout d'abord pour rendre gloire à Dieu. Et puis je fais ce témoignage aussi pour toutes les personnes qui ont été comme moi sur le chemin des ténèbres. Leur dire qu'il y a une solution et que cette solution c'est Jésus. Alors Sophie, tu as 24 ans. Oui. Voilà, donc tu es mère d'un enfant, Oui. Célibataire. Et donc, on va revenir d'abord, si on revenait sur ton enfance. Comment ton enfance s'est-elle passée? Aujourd'hui, tu es chrétienne, tu as rencontré le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que dans ta vie, tu avais eu des notions religieuses, certaines notions religieuses? Est-ce qu'il y avait une éducation religieuse? Est-ce que tu as peut-être fait le catéchisme? Alors à la maison, il n'y avait pas de notion de Dieu. Normalement, mes parents se sont mariés à l'église catholique. Mon père a été enfant de chœur, mais il n'y a jamais eu de notion de Dieu. On ne parlait pas de Dieu à la maison. Ma mère a voulu nous faire baptiser quand on était bébé, et puis mon père a refusé en disant qu'on aurait le choix à faire quand on sera grande. Donc tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai une grande sœur et un petit frère. Et tu es, d'accord, donc tu es la sœur cadette. Oui. Alors, comment se passaient les relations entre frères et sœurs, avec, notamment aussi avec les parents? Est-ce que vous avez une vie plutôt joyeuse? Est-ce que tes parents s'entendaient? Est-ce qu'il y avait un climat favorable au fait qu'aujourd'hui tu puisses rencontrer le Seigneur? Il n'y avait pas de climat favorable, je pourrais dire, mais on avait une enfance qui avait une apparence assez normale. C'est vrai que mes parents étaient d'un milieu assez aisé, donc on ne manquait pas de quoi que ce soit. Je dirais même qu'on était assez gâtés. Alors quand tu parles d'apparence, il y avait une apparence qui manifestait que vous étiez plutôt bien. Alors derrière cette apparence, qu'est-ce qu'il y avait alors? Derrière cette apparence, mes parents ne s'entendaient pas si bien que ça, si bien que nous-mêmes on aurait pu le penser. Est-ce que vous en souffrez, les enfants, à la maison? Non, parce qu'au début, on n'assiste pas au conflit qu'il y a entre mes parents. Mais très vite, on va s'apercevoir qu'il y a quelques problèmes, étant donné que ma mère ne dormait plus dans la chambre parentale. Et ces problèmes que tes parents vivaient, est-ce que cela avait une répercussion dans votre vie? Au début, non, parce que c'est vrai qu'on a eu une enfance pas trop difficile en apparence. Mais après, c'est vrai que le climat comme ça, c'est assez déstabilisant. Alors, donc, les parents faisaient quand même l'effort, je dirais, de vous mettre à part de ces problèmes qu'ils pouvaient rencontrer, mais très vite, tu vas subir, toi, quelques conséquences. Est-ce que c'est dû au problème de tes parents ou est-ce que c'est dû à un favoritisme? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas subir finalement? Je vais subir des violences de la part de mon père
qui vont commencer à l'âge de 6 ans. Donc au début, je pensais que c'était que simple correction. Et puis très vite, je vais m'apercevoir que c'est plus des corrections, mais vraiment une réelle violence et vraiment une nécessité de faire mal. Qu'est-ce que tu appelles violence? Est-ce que c'est le fait que ton père ait pu te mettre au coin ou bien te priver de dessert? Qu'est-ce que tu appelles violence? J'appelle violence quand on s'en prend à un enfant de 10 ans et que au bout de quelques heures, il est en sang. C'est dans l'état où je me suis retrouvée après certaines violences. Et devant cette violence, quel était le regard de ta mère? Est-ce que ta mère était étrangère à ces choses-là? Ou bien est-ce que c'était en présence de ta mère, de tes frères et sœurs, que ces violences se commettaient? Ma mère était toujours présente. Par contre, ma grande sœur ne l'était pas. Mon petit frère non plus, parce il était tout bébé encore à l'époque. Donc ma mère, elle assiste aux scènes, mais elle ne fait rien. Et pour ma part, je ne lui ai jamais demandé de me défendre. Je voulais surtout les préserver, en fait. Et à ce moment-là, est-ce que tu comprenais le silence de ta maman? Non. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris son silence, mais je lui en ai jamais voulu. Parce qu'elle ne faisait rien. Est-ce qu'elle se sentait incapable de prendre position devant ton père ou est-ce qu'elle en souffrait aussi peut-être intérieurement? Je pense qu'elle en a souffert en tant que mère, de voir son enfant sortir d'une pièce en sang. Ça doit être difficile, mais je pense qu'elle se sentait impuissante et qu'elle n'avait pas de solution. Alors cette violence va durer combien de temps? Presque 10 ans. Presque 10 ans. Et pendant ces 10 ans, est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Est-ce qu'il va y avoir une influence sur ta vie? Peut-être influencer sur ton comportement à l'école? Est-ce que ça va perturber tes études? Oui, malheureusement, ça aura une grosse influence. Et, et je vais un peu construire ma vie bancalement, vu que j'ai ce problème, en fait, que je ne comprends pas, étant donné que je suis enfant. J'arrive pas à comprendre pourquoi je subis cette méchanceté gratuite de la part de mon papa. Donc, je vais pas comprendre, mais je vais essayer de sauver les apparences. Et à ce moment-là, est-ce que tu en parles à ta maman, même en cachette? Est-ce que tu en parles peut-être au professeur à l'école ou bien est-ce que tu te confies à des amis? Non, c'était vraiment un sujet tabou. Fallait pas en parler parce que c'est vrai que les apparences dans ma famille, ça comptait beaucoup. Il fallait pas que les gens voient en fait qu'il y avait un problème à la maison. Est-ce que ton père t'avait déjà menacé que Non, si tu en parlerais, ça serait pire? non, il ne m'avait pas menacée. Donc pour l'instant, j'avais pas de problème de ce côté-là. Mais tu étais dans un état qui t'empêchait justement d'en parler. Tu ne te sentais pas forte pour en parler. Donc j'en parlais pas et je voulais pas en parler parce que j'avais honte. J'avais honte, je me sentais en fait responsable de ce que mon père me faisait. Alors cette violence, pendant 10 ans, va avoir des conséquences aussi, puisque tu vas tenter de te suicider. Tu vas par la suite encore fuguer. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tentes-tu de te suicider la première fois? Alors la première fois, en fait, je tente de me suicider avec des antidépresseurs qu'on m'a prescrit parce que j'allais voir un pédopsychiatre. Donc j'étais suivie depuis l'âge de 9 ans et demi à peu près. Et puis, donc j'étais déjà sous antidépresseurs. Et puis vers l'âge de 11-12 ans, j'ai décidé d'en finir. Comme ça n'allait pas mieux dans la maison, ni même avec mon père. Je voulais vraiment en finir. Donc j'ai avalé en fait toutes les boîtes d'antidépresseurs. Et pourquoi avais-tu consulté un pédopsychiatre? Parce que en fait, à l'école, j'étais toujours en train de faire le clown. Et puis j'étais souvent
un peu dans les nuages. Donc mes professeurs ne comprenaient pas pourquoi au début. Et puis donc mes parents ont dit bon bah on va consulter, sachant qu'en fait le problème ils le connaissaient déjà, mais ils ont entre guillemets occulté le problème et ils n'ont fait qu'en fait en rajouter une couche parce que c'est pareil au pédopsychiatre j'en parlerai pas de cette violence. Je vais me murer dans un silence. Pendant combien de temps? Donc je vais me taire pendant presque 8 ans. Pendant presque 8 ans, à aucun moment, durant tous les entretiens que tu vas avoir avec ce docteur, tu vas évoquer ce problème de violence? Non, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas. Et étant jeune, quand je suis allée le voir pour la première fois, donc je ne parlais pas du tout. Et puis, donc je l'ai consulté quand même jusqu'à mes 18 ans à peu près. Et puis, vers à peu près l'âge de 16 ans et demi, je vais parler, mais de la pluie et du beau temps, et non pas de mes problèmes en fait que je rencontre. Donc, en dehors de cette tentative de suicide que tu vas faire, il y en a d'autres? Oui, il qui y en a vont d'autres. échouer, et tu vas finir par fuguer, par quitter donc le domicile. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a un événement en particulier et qui va faire que ça sera la goutte d'eau en plus? Qu'est-ce qui va faire que ce jour-là, tu prends la décision de partir? Alors il y a un événement, oui, la séparation de mes parents, donc qui se séparent à peu près quand j'ai 15 ans et demi. Et donc ma mère ne veut pas que j'aille vivre avec elle, donc en fait je suis obligée de vivre avec mon père. Donc c'est encore un rejet en plus pour moi, dans le sens où elle sait que je vis ces violences avec mon père, mais quand elle décide de partir, elle ne me prend pas avec elle. Donc elle me laisse dans ce climat d'insécurité, de violence, toute seule pour le coup. Parce que avant elle était avec moi, mais là maintenant je dois faire face toute seule. Et est-ce qu'elle te donne une explication à ce moment-là? Est-ce que tu reçois une explication de ta mère, de ton père, sur ce choix-là, finalement, qui t'est imposé? Non, mais je pense que ma mère ne voulait pas de moi parce que je fuguais déjà beaucoup. J'étais au lycée et j'avais déjà commencé à toucher à la drogue. Donc je pense que pour toutes ces raisons, elle ne voulait pas me prendre. Donc tu vas fuguer de chez ton père. Oui, Tu vas prendre le premier train, oui, le premier arriver train. à Paris, et là, être recueilli donc, par des personnes qui vont te dépanner quelque temps. Et en finalité, ton père ne te reprendra pas, Non, puisque tu iras en foyer. Et là, oui. c'est encore une nouvelle vie qui commence. Alors, lorsque tu arrives en foyer, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu te dis, tu es libéré de tes parents? Est-ce que tu te dis que c'est une nouvelle vie qui va commencer? Tu vas enfin pouvoir vivre comme une véritable adolescente? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est vrai qu'au début, c'est difficile. Parce que j'ai ni mon père, ni ma mère. C'est vrai que même si mon père m'a fait vivre beaucoup de violence, j'avais quand même mes repères à la maison. Je savais ce que je pouvais faire pour atténuer sa colère ou ce qu'il ne fallait pas dire ou même parfois même fuir quand je sentais qu'il se montrait menaçant. Mais là, j'ai plus de repères, j'arrive dans une nouvelle ville avec des gens que je connais pas et je retombe en plus dans un milieu de violence parce que dans le foyer, c'est la loi du plus fort. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le foyer? Est-ce que tu vas être dans le camp des plus forts, dans le camp des plus faibles? Comment tu vas vivre cette nouvelle vie? Est-ce que tu vas subir ou est-ce que tu vas faire subir? Alors au début, je subis ces violences parce que comme je viens d'arriver, la nouvelle, il faut la tester, il faut savoir ce qu'elle a un peu dans le ventre. Donc au début, je subis ces violences et puis je comprends très vite qu'il faut que je prenne le dessus sur ces personnes qui me violentent et que j'arrive à me mettre dans un camp où je serai en sécurité.
donc dans un camp assez fort. Donc ce que je fais, c'est que parfois moi aussi j'en arrive à être violente avec les autres pour pouvoir essayer de me faire une petite place. Puis je vais me mettre dans un camp pas très respectable, mais c'était la seule solution que j'avais pour essayer d'être un peu tranquille en fait. Et qu'est-ce que cela va engendrer finalement d'être dans le camp, entre guillemets, du plus fort? Qu'est-ce que cela va t'apporter? Alors au début on se sent un peu fort, mais très vite il faut prouver aux autres que on est à la hauteur, comme eux. Et puis donc à l'époque je fumais mais très peu et très rarement. Et là très vite je vais fumer beaucoup plus. Donc je vais me droguer beaucoup plus qu'avant. Et je vais même pousser encore plus loin, c'est-à-dire que il va falloir que je trouve coûte que coûte de la drogue. Alors, comment cela va se passer? Puisque tu es adolescente, à cette époque-là, tu as environ 16 ans. Oui, Donc, tu n'as pas de revenus. non. Tu es officiellement étudiante. Alors, comment tu vas pourvoir à l'achat justement de cette drogue? Alors c'est vrai que j'étais scolarisée au début, puis très vite j'ai lâché prise. Et pour trouver cette drogue, en fait, au lieu d'aller au lycée, je fais la manche le matin avec justement une amie du clan dans lequel j'étais. Le matin, on fait la manche pour pouvoir payer notre drogue, en fait, journalière. Et en faisant la manche, tu es arrivé donc à subvenir à ton besoin. Oui, Est-ce que cela suffisait? au début, oui. Au début, oui. Et puis, c'est vrai que quand on fume de plus en plus, les besoins sont de plus en plus gros. Donc, c'est vrai que tous les jours, il faut trouver plus d'argent pour pouvoir acheter plus de drogue, parce qu'on veut toujours fumer plus. Et la vie en foyer. Donc, tu vas rester en foyer pendant combien d'années? Pendant presque 3 ans. Pendant presque 3 ans. Oui. Et tu en sors. Pourquoi? Est-ce que tu es chassé ou est-ce que tu as d'autres perspectives? Est-ce que tu as d'autres projets? Qu'est-ce qui te pousse ou qu'est-ce qui t'amène à quitter ce foyer? Ce qui m'amène à quitter ce foyer, c'est que je rencontre quelqu'un avec qui je vais m'installer. Donc on prend un logement ensemble et du coup je quitte le foyer comme ça. Et donc là, tu es toujours dans la région parisienne ou bien Je suis revenue sur Rouen en fait. donc tu reviens donc dans la région rouennaise là où vivent tes parents? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es en contact avec tes parents ou bien est-ce que ils font leur vie et tu fais la tienne? Alors mon père, je ne l'ai pas vu pendant presque 4 ans. Il venait pas me voir au foyer. Ma mère au début, je ne voulais pas la voir parce que comme elle avait refusé de me prendre avec elle, j'avais été blessée par ça, par ce rejet. Et puis, au final, on va se revoir et plutôt d'instaurer une relation mère-fille, on va plus être des copines. Donc, la nouvelle vie commence avec avec ton petit ami. Oui. C'est une nouvelle vie. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement tu vas pouvoir rattraper le temps perdu? Est-ce que tu vas découvrir quelque chose de nouveau? Ou bien est-ce que ça va être une descente aux enfers? Donc oui, c'est vraiment c'est le début du cauchemar. Parce qu'au début, je pense rencontrer l'homme de ma vie. Et puis très vite, je m'aperçois que la personne que j'ai en face de moi, c'est un monstre. Un monstre, c'est-à-dire, parce que monstre, c'est quand même un grand mot. Est-ce que ce que tu vas vivre avec lui est pire que ce que tu as pu vivre avec ton père? Alors c'est pire, oui, dans le sens où cette personne, je l'aime beaucoup et elle est censée m'aimer. Contrairement à mon père, un père, c'est un père, mais les sentiments, on ne sait pas s'ils viennent ou pas après. Alors que normalement, quand on choisit un copain, c'est parce qu'on l'aime et puis c'est vice-versa. Donc je pensais que moi, il m'aimait. Donc comment comprendre
quelqu'un qui dit m'aimer me faire subir des violences encore plus dures que ce que je n'avais déjà vécu. C'était des violences physiques? Beaucoup de violences physiques. Au départ, c'était une pression psychologique. Et puis quand les pressions psychologiques n'ont plus d'effet, ça a été les violences physiques. Alors, à cette époque-là, tu as quel âge? Donc quand je le rencontre, j'ai 17 ans et demi. Il en a presque 30. Il y en a presque 30. Donc, est-ce que, quelque part, tu ne t'attaches pas à lui parce que il y a cette différence d'âge, quelque part, peut-être qui te fait espérer de vivre avec lui ce que tu n'as pas pu vivre avec ton père? Alors c'est vrai que cette différence d'âge, ça me permet en fait de me sentir protégée. J'ai l'impression d'être protégée, qu'il ne m'arrivera rien. Et puis au final, je ne me sens pas du tout protégée vu qu'il est lui-même violent avec moi. Alors, il va y avoir plusieurs années de violence. Et comment ces violences vont-elles se terminer? Est-ce que tu décides de le quitter? Est-ce que lui te quitte? Comment la séparation se passe? Alors en fait, je décide de le quitter. Après qu'on a eu une petite fille ensemble. Donc notre fille a 2 mois. Et je décide de stopper notre relation parce que je me dois de la protéger. J'ai pas le droit en tant que mère de lui faire vivre ces violences. Donc c'est un choix difficile parce que je l'aime, parce que je l'aimais à l'époque. Et je dois choisir entre le père de mon enfant et mon enfant. Et puis je choisis de préserver ma fille. La séparation se passe comment? Il accepte? Alors il n'accepte pas la séparation. Il n'accepte pas la séparation et comme il n'accepte pas, elle va mal se finir et il va finir par être incarcéré. Et il va être condamné à 27 mois de prison pour violence conjugale. Donc l'histoire se termine. C'est encore un échec après la vie familiale, après la vie en foyer. Au moment où tu ne t'attends peut-être pas, au moment où peut-être tu as envie de te reconstruire, voilà une nouvelle déception. Pourtant, il faut vivre. Tu as désormais une fille. Comment tu vas assumer? Comment tu vas t'occuper de ton enfant? Comment tu vas t'occuper de toi? Alors c'est vrai que je dois reprendre le dessus, malgré tout. Même si c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai envie de jeter l'éponge. Mais je me dis que j'ai pas le droit. Pour ma fille, j'ai pas le droit. Elle n'a rien demandé. Donc il faut que j'assume. Donc je décide de relever la tête. Et puis je décide de me lancer et de mettre tous les espoirs que j'ai à trouver le bonheur. Parce que je suis persuadée d'une chose, c'est que j'y ai le droit. Je me dis qu'après toutes ces années, après tout ce que j'ai vécu, je dois avoir le droit à ma part de bonheur. Et je vais me lancer dans cette quête. Et tu cherches où? Le bonheur, pour toi, à ce moment-là, c'était quoi? Qu'est-ce que tu appelais Qu'est-ce que tu pensais du bonheur? Est-ce que c'était avoir une famille, avoir un travail, avoir une voiture, le rêve américain? Est-ce que c'était quoi pour toi le bonheur? alors pour moi, au début, le bonheur, je pensais pouvoir le trouver en m'amusant. Donc je vais commencer par mener une vie un peu de solitaire, parfois même aux dépens de ma fille. Je vais beaucoup sortir en discothèque, beaucoup sortir le soir. Et puis je vais aussi avoir beaucoup de relations avec différents hommes. Donc je me dis que peut-être le bonheur va se trouver dans mes soirées et aussi dans les hommes que je vais rencontrer. Donc j'essaye de le chercher et je me dis que peut-être que je trouverai chaussures à mon pied. Donc pour ça, il faut chercher, il faut s'en donner les moyens. Donc je vais chercher et puis je vais très vite aussi rencontrer d'autres problèmes qui vont être les problèmes financiers. Parce que le train de vie que je mène, j'ai des factures à payer, un loyer, un enfant à nourrir. Mais le fait que je sorte beaucoup et que je dépense beaucoup d'argent
les nuits. Euh, il va falloir que je trouve une solution pour subvenir à ces besoins-là. Donc, tu prends une habitude de vie qui est très élevée par Oui. rapport à tes moyens. Alors, comment décides-tu, que fais-tu pour justement te maintenir dans cette vie-là? Alors au début, je ne sais pas trop comment faire. Et puis un jour, je rentre dans une librairie et puis j'aimais beaucoup lire. Donc je vais prendre euh, deux livres qui sont des histoires vraies. Donc un sur une femme battue et puis un autre livre qui s'appelle Mes chères études, job alimentaire prostituée. Donc je vais le lire, ce livre. Et puis ce livre va beaucoup me toucher. Je vais avoir beaucoup de compassion pour cette jeune fille qui n'a que 19 ans et qui vend son corps pour payer ses études et manger tous les jours. Donc en lisant ce livre, tu as l'idée finalement de faire comme cette jeune fille. Tu te dis que si elle réussit à vivre en faisant cela, pourquoi pas toi? Voilà. Et c'est ce que tu vas faire. Oui, c'est ce que je vais faire. Je me dis qu'elle elle raconte en fait dans son livre que c'est vrai qu'elle gagne beaucoup d'argent en très peu de temps. Et je me dis, c'est la solution. Je vais moi aussi faire comme elle. Mais au début, je me dis que ça va durer qu'un temps. Je ferai ça vraiment occasionnellement, que quand je manquerai. Donc je décide en fait de m'inscrire sur un site qu'on appelle d'escorte. Et puis je vais avoir un premier rendez-vous. Et après ce premier rendez-vous, ça va être très dur. Dans le sens où je me sens sale. Je me demande pourquoi j'ai fait ça pour au final, au début, si peu d'argent. Mais très vite, 2 mois après le premier rendez-vous, je décide de recommencer. Toujours pour les mêmes objectifs? Toujours. Par rapport à ton train de vie, maintenir un train de vie élevé. Et cette expérience va durer combien de temps? Presque 2 ans. Qu'est-ce qui va faire qu'un jour, tu décides de tout arrêter? Alors un jour, je décide de tout arrêter. J'ai même décidé plusieurs fois de tout arrêter. Mais c'est vrai que l'argent appelle l'argent. J'avais multiplié mes revenus par 6, parfois. Donc c'est vrai que Par 6, c'est-à-dire par mois, tu pouvais gagner combien? je pouvais aller jusqu'à 3 000 euros par mois, 3 500 euros. En fait, je m'arrêtais que quand je décidais. Et au début, je ne vois pas que j'ai beaucoup d'argent comme ça, étant donné que je le dépense. Mais c'est vrai que en refaisant le calcul, je m'aperçois que tous les mois, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et donc, tu ne trouves toujours pas le bonheur, même dans cette pratique-là. Toujours pas. Tu arrêtes tout. Et comment en arrives-tu à entendre parler du Seigneur? Alors en fait, j'entends parler du Seigneur parce que ma mère avait été dans une assemblée chrétienne. Et puis au début, je pense que c'est pour se racheter une conduite. Puis elle m'invite à venir dans cette assemblée. Et puis, donc je vais plusieurs fois refuser cette Est-ce qu'à ce moment-là, lorsque ta mère t'invite, est-ce qu'à ce moment-là, elle sait ce que tu vis, elle connaît ta vie, elle est Non. au courant de ce que tu fais? Non. Elle n'est pas au courant du tout de ce que je faisais. Et donc un jour, tu décides de lui faire plaisir et d'assister à une de ses réunions. Voilà. Donc je décide un dimanche matin de l'accompagner, comme elle me l'avait demandé. Et puis c'était aussi une occasion pour moi de me rapprocher d'elle. Parce que c'est vrai que durant ces années, on avait été un peu séparés. Je pense qu'on s'en voulait un peu. Moi, je lui en voulais de mon côté. Et puis elle ne savait pas trop comment recoller les morceaux. Et puis bon, je décide de l'accompagner tout simplement. Et comment va se passer donc le premier culte au milieu des chrétiens? Donc mon premier culte, je trouve ça un peu exagéré, je dirais. Au début, je suis beaucoup embêtée par tous ces gens qui chantent et qui dansent.
Euh, mais je vais comprendre très vite qu'en fait, ce qui m'embête, c'est cette joie qu'ils ont et que moi, je n'ai pas. Ce bonheur que moi, je cherche, que j'ai pas trouvé, et je vois sur leur visage que eux l'ont, et pas moi. Et donc, leur témoignage va t'interpeller justement. Et est-ce que tu te poses la question à ce moment-là, est-ce que le bonheur que je cherche finalement ne serait-il pas auprès de leur Dieu? Alors, c'est vrai qu'au début, je ne fais pas trop le rapprochement avec Dieu, mais je me dis que il faut que quand même j'exploite cette piste. Comme tous ces gens ont l'air heureux et pas moi, je me dis, bon, je vais chercher ce qu'ils ont de plus que moi. Donc je cherche et puis au début, je me dis, peut-être qu'avec l'argent, je vais l'avoir. Donc l'argent, c'était pas un problème. Je dirais que j'en manquais pas. Si c'était avec l'argent qu'il fallait l'avoir, j'étais prête. J'étais prête à payer pour ça. Et puis, très vite, je vais m'apercevoir en fait que ce bonheur vient de Jésus. Alors, quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui va faire que tu puisses finalement reconnaître Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur? Est-ce que c'est à l'issue de cette réunion ou est-ce que tu es revenu plusieurs fois et un jour tu t'es décidé à faire le grand saut? Alors, je suis venue la toute première fois et puis je suis revenue le dimanche d'après, puis le suivant et puis tous les autres. Et puis j'ai même commencé à venir le mardi en études bibliques parce qu'il fallait que je comprenne. Je comprenne qui était Jésus et comment je pouvais obtenir moi aussi ce bonheur que je cherchais. Donc c'est vrai que il fallait que je mette tout en œuvre et que je ne laisse pas passer cette chance, peut-être qui s'offrait à moi. Et comment tu as été convaincu que finalement c'était là le bonheur? Parce que Dieu a touché mon cœur. Dieu a touché mon cœur et j'ai compris par les prédications et les études bibliques que la clé du bonheur, c'est Jésus. Donc au début, je me dis, ah, il y a des concessions à faire. Et puis très vite, je vais comprendre qu'au final, je ne peux pas résister à Jésus, à l'appel qu'il me tend. Et puis, c'est vrai que lui ne me juge pas et lui m'aime. C'est lui qui m'a aimé le premier. Et que cet amour qu'il me donne, alors que j'ai rien fait, je dirais même que pour moi, j'étais plutôt une mauvaise personne. Lui n'a pas regardé à ça, mais il m'a quand même aimé. Alors, j'ai un jour sauté le pas. Et donc aujourd'hui, tu es attaché à ton Dieu. Oui. Et je crois que c'est pour la vie. Pour la vie, oui. Que Dieu soit béni. Merci Sophie, nous arrivons donc à la fin de notre émission. La Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà l'invitation du Seigneur à tous ceux qui, comme Sophie, comme beaucoup d'autres hommes et femmes, ont cherché des solutions, ont cherché le bonheur dans le monde, sans jamais le trouver, mais qui ont fini par rencontrer le véritable Sauveur, celui qui donne un bonheur infini, un bonheur éternel, à savoir Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. À bientôt.